Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique de Damien parle de film. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'attendais avec impatience quelques semaines avant sa sortie, et alors que tout le monde faisait monter la hype et s'excitait autour d'un chevalier qui ressemble à une chauve-souris, j'attendais donc avec impatience la sortie de ce film réalisé par Patrice Lecomte, puisque Damien c'est moi, et le film dont nous allons parler aujourd'hui est donc Maigret de Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu dans le rôle de Maigret. Et oui, j'attendais ce film avec impatience pour deux raisons, qui sont les deux raisons principales, à savoir le personnage, Maigret, qui est quand même un policier ultra célèbre de la littérature francophone. Je dis francophone puisque Maigret a été créé donc par l'écrivain Georges Simenon et que ce dernier est belge. Donc on ne peut pas dire que Maigret soit français. Il est français dans le roman, puisqu'il travaille au 36 quai des Orfèvres, mais on est vraiment dans un esprit franco-belge. Et puis j'attendais le film aussi, puisqu'il s'agit du dernier film de Patrice Lecomte, un auteur-réalisateur extrêmement culte en ce qui me concerne, qui a donc surtout œuvré, ses plus grands succès se situent dans les années 80 et début des années 90, même s'il n'a pas arrêté de tourner depuis le début de sa carrière, à partir du milieu des années 70. On commence donc d'abord un petit état des lieux sur la carrière de Patrice Lecomte. Il commence donc au milieu des années 70 avec un premier film ultra parodique intitulé Les WC étaient fermés de l'intérieur avec Coluche et Jean Roquefort sur un scénario de Marcel Gottlieb. Donc Marcel Gottlieb, dans l'état d'esprit du film, on peut le rapprocher un petit peu avec ce que faisaient notamment les Monty Python. Voilà, donc un film un peu décalé, parodique, qui ne fonctionnera pas du tout et qui sera un petit peu un faux départ pour Patrice Lecomte. Il se fait vraiment connaître, Patrice Lecomte, en 1979 avec le premier film du Splendide, Les Bronzés bien sûr. Il réitère ensuite l'année suivante avec Les Bronzés font du ski et ensuite réalise donc une série de comédies avec Michel Blanc, dont Viens chez moi, j'habite chez une copine ou Circuler, y a rien à voir. Mais il se lasse assez vite puisque ça fait déjà maintenant une petite dizaine d'années qu'il fait des comédies, et grâce à son producteur, Fechner, il réalise un film d'action, Les Spécialistes, avec Gérard Lanvin et Bernard Giraudot. Il enchaîne ensuite toujours avec Fechner, sur une série de films beaucoup plus personnels, dans lequel il devient scénariste à part entière, puisqu'il n'était pas vraiment scénariste sur Les Bronzés. Donc des films d'auteur vraiment, où il s'affirme vraiment en tant qu'auteur, qui sont un petit peu des chroniques sociales, ou des comédies dramatiques entre guillemets, qui sont des films comme Tandem, Le mari de la coiffeuse ou Le parfum d'Yvonne. Suite au succès de ces films, de ces films plus personnels, donc là on est à la fin des années 80, eh bien il va commencer à faire des films historiques plus ambitieux, notamment le film Ridicule, qui obtient tout de même la nomination aux Oscars, et puis après des films historiques également comme La Veuve de Saint-Pierre, puis il continue ensuite des films d'auteurs comme La fille sur le pont, et c'est donc à la fin des années 2000, donc vers 2008-2009, qu'il commence à faire des films qui rencontrent un petit peu moins son public, comme on dit. Je pense à La guerre des Miss avec Benoît Poelvoorde, ou Une heure de tranquillité avec Christian Clavier. Donc il s'éloigne un petit peu des plateaux, et son dernier film date du début des années 2010, où il fait deux films consécutivement, Voir la mer, et également Une promesse, un film qu'il tourne donc aux États-Unis avec Alan Rickman. Là, il s'éloigne un petit peu donc des plateaux de cinéma en devenant plus écrivain, puisqu'il écrit notamment 2 romans, et il participe également à un film à sketch, un film de court-métrage dans lequel il réalise un segment qui s'appelle donc Salaud de pauvre en 2018. Mais il n'avait donc pas réalisé de long-métrage depuis l'adaptation Le magasin des suicides, qui était donc un film d'animation, donc en 2014. Donc ça faisait quand même près de 9 ans qu'il n'avait pas tourné de film, puisque, comme il le confesse lui-même, eh bien, il rencontre depuis quelques années d'énormes difficultés à trouver des producteurs qui veuillent bien donc produire ces films. Il voulait adapter un de ses romans, ça n'a pas pu se faire, donc coup sur coup, il avait préparé comme ça plusieurs projets qui n'ont pas vu le jour, 2 ou 3 projets qui n'avaient pas vu le jour, ce qui ne lui était jamais arrivé, surtout avec un palmarès comme le sien. C'est quand même
un réalisateur multi-récompensé avec des millions de spectateurs à son actif. C'est assez hallucinant qu'il n'ait pas pu produire assez naturellement un film comme Maigret, puisque Maigret c'est quand même un personnage culte j'allais dire du cinéma français, mais de la production française. Pour faire un point sur Maigret également. Maigret, donc célèbre commissaire du 36 quai des Orfèvres, créé par Georges Simenon à partir de 1931, donc héros de près de 75 romans policiers et 28 nouvelles, donc écrites entre 1931 et 1972, adaptées très tôt au cinéma et à la télévision, puisqu'on trouve la première adaptation de Maigret par Jean Renoir, donc en 1932, avec La Nuit du Carrefour. Des films de cinéma, il y en a eu donc plusieurs, La Nuit du Carrefour, Le Chien Jaune, La Tête d'un Homme, Picpus, Cécile est morte, Les Caves du Majestic, Brelandas, Maigret dirige l'enquête, Maigret tend un piège, Maigret et l'affaire Saint-Fiacre, et Maigret voit rouge. Ça, ce sont toutes les adaptations cinéma de Maigret qui ont eu lieu donc entre 1932 et 1963. Les adaptations françaiise, puisqu'il y a également eu une adaptation franco-américaine, L'Homme de la Tour Eiffel, réalisée par Burgess Meredith. Burgess Meredith, c'est le célèbre pingouin de la série Batman des années 60 et également l'entraîneur de Rocky. Donc ici réalisateur de L'Homme de la Tour Eiffel, et c'est Charles Laughton qui incarne Maigret. On trouve également une production franco-italienne, Maigret à Pigalle, par Mario Landi en 1967, interprétée par Gino Cervi. Une production franco-austro-italo-allemande, Maigret fait mouche en 1968. Et donc les interprètes de Maigret en France sont des grands acteurs français, puisqu'on trouve Pierre Renoir, qui est donc le premier Maigret, Harry Bor, également en 1932 dans le film de Julien Duvivier, La Tête d'un Homme, Albert Préjean, et Michel Simon, qui est, d'après Simenon, Michel Simon, le meilleur Maigret, donc interprète de Maigret dans un court-métrage. Voilà, mais Georges Simenon, qui était donc l'ami de Michel Simon, avait déclaré « c'est lui, comme lui, Maigret doit impressionner par sa stature, je dis quelque part qu'il se gonfle pour faire croque-mitaine, c'est ça ». Il rajoutera juste, même en 1975, je vous dirais que le meilleur Maigret c'était lui, donc Michel Simon, il a été inouï d'une très grande qualité humaine. Ce serait faire oublier que Maigret a également été incarné par Jean Gabin dans le film Maigret voit rouge, que Simenon déclare quand même comme Gabin a fait un travail hallucinant. Ça me gêne du reste un peu parce que je ne vais plus pouvoir voir Maigret que sous les traits de Gabin. Maigret, qui est donc décrit dans les romans et puis montré à travers ces différents acteurs que je vous ai cités, comme un homme grand, d'une grande stature, un homme imposant, à la voix rauque, mais un homme qui parle peu, plutôt taiseux. Il fallait donc un acteur qui en impose pour incarner Maigret. Donc quand j'ai vu que Patrice Lecomte avait choisi donc Gérard Depardieu, je ne voyais personne d'autre effectivement que Gérard Depardieu pour incarner Maigret, puisqu'effectivement c'est lui qui a la stature, qui était l'acteur qui correspondait le plus à la description que Simenon pouvait faire de Maigret. On ne peut pas parler de Maigret sans parler des adaptations télévisées, et c'est justement ces adaptations télévisées qui vont, entre guillemets, empêcher Patrice Lecomte de trouver les financements pour son film, puisque parmi les séries télévisées, il y a deux grandes séries télévisées françaises, qui sont Les Enquêtes du commissaire Maigret de 1967 à 1990, avec le célèbre Jean Richard, donc qui a interprété Maigret quand même pendant près de 23 ans, et ensuite, une nouvelle série télé immédiatement après Jean Richard, de 1991 à 2005, avec le célèbre Bruno Kremer, qui est un petit peu le dernier Maigret, c'est-à-dire celui qu'on a en tête, qui sont le Maigret qui était diffusé à la télévision, et qui a un petit peu imposé la figure de Maigret telle qu'on s'en souvient maintenant plus récemment. Mais c'est oublié qu'il y a également eu des adaptations britanniques, 3 adaptations britanniques d'ailleurs, de 1960 à 1963, avec un Maigret interprété par Rupert Davis, puis de 92 à 93 avec un Maigret interprété par Michael Gambon, je sais pas comment ça se dit, comme ça j'ai envie de dire Michael Gambon mais ça fait pas très anglais,
Et surtout, et ça c'est un peu curieux, une adaptation anglaise de 2016 à 2018, donc assez récente, interprétée par Rowan Atkinson, qui n'a duré que 4 épisodes, puisque Rowan Atkinson c'est l'interprète du célèbre Mr Bean, donc le voir dans le rôle de Maigret, c'est un peu bizarre, il n'en a ni la stature, ni l'aura, je trouve, donc je pense que ça explique que ça n'ait pas marché. Et il y a également, là où je disais que Maigret est connu de manière internationale, une adaptation italienne de 64 à 72, avec Gino Cervi dans le rôle de Maigret, puisqu'il l'avait déjà interprété dans un film, une série canadienne de 1955 à 1959, Quator, une série japonaise également, avec donc un Maigret, cette fois transposé dans le Tokyo des années 70, en 1978, série de 25 épisodes, une série néerlandaise de 1964 à 1968, une série soviétique également, 4 épisodes tournés en langue russe de 69 à 81, et 2 téléfilms américains, Stan the Killer et The Old Lady of Bayeux. Plusieurs téléfilms britanniques, français et italien et donc soviétique, je l'ai dit, russo-ukrainien, également des téléfilms tchèques et yougoslaves. Voilà, ça c'est pour toutes les adaptations, donc autant vous dire qu'effectivement, vous l'avez compris, Maigret est donc bien un personnage culte en Belgique et en France, mais en fait, quand on regarde toutes les adaptations, il est connu dans tous les pays du monde. Mais pourtant, Patrice Lecomte n'a pas réussi à produire sa version de Maigret aussi facilement que cela pourrait paraître comme ça sur le papier, j'ai envie de dire, hop, réalisateur multi-récompensé qui fait des films d'auteur à succès, il veut faire un nouveau film, ça devrait se financer. Eh bien non, puisque, comme l'explique très bien Patrice Lecomte dans une bande dessinée, sortie en novembre dernier, les principaux distributeurs qui sont Gaumont, UGC et Pathé, ne voulaient pas financer le film puisqu'ils trouvaient que Maigret était un personnage de télévision et pas un personnage de cinéma. Et donc il a dû réaliser le film avec un budget réduit, distribué par SND, qui est donc la société d'M6, qui a également produit Kaamelott, donc qui est une société de production qui produit quand même pas mal de films, mais qui n'a pas les moyens que pourrait avoir Gaumont, UGC ou Pathé. Donc forcément, il a dû faire avec un budget réduit. On en arrive donc au film en lui-même, ça se voit, ce budget réduit. Alors, c'est pas désagréable, parce qu'on retrouve ici tout l'esprit de Patrice Lecomte, qui connaissait déjà l'univers de Simenon, puisqu'en 1989, il avait déjà adapté une nouvelle de Simenon, qui était Monsieur Hir, avec Michel Blanc et Sandrine Bonner. Donc, il revient dans l'univers de Simenon pour la deuxième fois, ça ne lui est pas complètement inconnu. Il adapte ici le roman Maigret et la jeune morte, qui raconte donc une enquête de Maigret qui découvre donc un cadavre de jeune fille sans identité, sans papier d'identité. Il va donc d'abord devoir centraliser son enquête sur les derniers instants de cette jeune morte pour d'abord trouver son identité et après l'avoir identifiée, réussir à comprendre ce qui a pu l'amener à se faire tuer et donc par qui. Maigret, c'est donc une ambiance assez particulière, ce sont des enquête policière qui correspond à l'esprit de Simenon, c'est-à-dire qu'on est sur du mystère, sur de l'énigme, on n'est pas sur un film policier d'action, ni sur des grandes scènes de garde à vue à bâton rompu, on est justement dans une atmosphère lourde, dans des silences, dans une manière où Simenon aime à décrire les vices d'une certaine bourgeoisie, ou alors du milieu populaire, ça dépend où est-ce que Maigret enquête. Là, pour Maigret et la jeune morte, c'est justement les vices d'une certaine petite bourgeoisie. On peut situer le film, même si exprès le conte ne le date pas, mais on comprend que tout cela se situe dans les années 50 et 60. Le conte qui a toujours eu une certaine ironie, ne serait-ce que dans l'écriture de ses dialogues, ou même dans son univers, ça se voyait beaucoup dans Les WC étaient fermés de l'intérieur, ou même dans son travail avec le Splendide, il y a de l'humour dans son approche des univers qu'il décrit, même lorsqu'il fait un drame. Ici, il souligne justement le fait qu'on est dans un univers particulier, où on est loin des séries policières ou des films policiers tels qu'on peut se les imaginer avec des grandes scènes de course-poursuite
course-poursuite et des policiers un peu badass comme ça qui malmèneraient leurs suspects. Il souligne ça de manière très ironique, Patrice Lecomte, dans une scène où Maigret va pour interroger la principale suspecte, qui est justement figurante à la télévision, et donc il se retrouve dans les locaux, dans les studios, tout en carton-pâte justement de la télévision, et interroge donc la suspecte qui lui dit « mais vous êtes commissaire, vous devez adorer les films policiers ». Et il lui dit « les films policiers c'est que des courses-poursuites et des gardes à vue à bâton rompu, qui pourrait croire à une situation pareille ?» Voilà, pour souligner le fait que non, lui Maigret c'est juste un homme qui enquête comme il peut finalement, et donc c'est un film qui s'observe, c'est un film qui se ressent. Lecomte également, tout en ironie toujours, souligne le fait que Maigret est belge, en faisant notamment référence à Magritte et à la célèbre photo « Ceci n'est pas une pipe », puisque dans le film, Maigret décide d'arrêter de fumer sa célèbre pipe, et donc en y faisant référence directement à Magritte, on a une double référence à la pipe de Maigret, et donc à la célèbre œuvre d'art de Magritte, et la célèbre phrase « Ceci n'est pas une pipe ». Et on retrouve l'ironie dans certaines scènes de dialogue. Donc c'est un film qui s'écoute et qui se ressent. On peut avoir un côté télévisé, mais justement c'est un film historique à part, où on retrouve justement l'univers de Patrice Lecomte, on retrouve l'univers qu'il avait très bien décrit dans Tandem et dans les différents films d'auteur qu'il avait fait dans les années 80. Donc c'est très bien pour ça. Le seul petit point un peu négatif, je pense que c'est dû au budget. Patrice Lecomte a choisi de situer son film uniquement dans des décors intérieurs, donc on est uniquement à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur du bureau de Maigret, de la maison de Maigret, des différents lieux. Il y a très peu de scènes extérieures, ou alors ce sont des cours d'immeubles ou des coins de rue. Et donc il manquerait, pour vraiment situer historiquement son histoire, par exemple une reconstitution historique du 36 quai des Orfèvres, une reconstitution historique de Paris de manière plus extérieure, plus grande, pour que ça respire un petit peu plus, parce que là du coup on ressent pas Paris. Tout est tellement étriqué dans des coins de rue ou alors à l'intérieur qu'on ne ressent pas que l'action se passe à Paris, donc il manque un petit peu de grands espaces pour situer l'histoire de manière un peu historique, et puis pour sortir du côté un peu théâtral de l'ensemble. Sinon après c'est brillamment écrit, c'est bien sûr brillamment interprété par Gérard Depardieu, qui incarne ici tout ce qui faisait le sel de Maigret à travers les romans de Simenon et les différentes adaptations, c'est-à-dire une ambiance extrêmement lourde, et puis un Maigret assez taiseux, mais quand il parle à chaque fois c'est pour avoir des répliques qui font mouche. On n'est pas sur une enquête policière à grand renfort de twist. On comprend très très vite qui a pu tuer cette fameuse jeune morte, et donc on n'est pas sur un gros suspense ni sur une grosse révélation. Voilà, donc c'est ce qui peut-être donner cet aspect téléfilm. Pour autant, il est dommage de faire le constat qu'un auteur comme Patrice Lecomte doit faire des pieds et des mains pour réussir à financer son film. On en revient donc du coup au constat que je faisais avec le fait que le dernier film de Jean-Pierre Jeunet se retrouvait sur Netflix. Quand on a en France des grands auteurs comme ça qui ont fait leurs preuves, qui ont une expérience comme ils ont, qui ont un univers aussi particulier qu'ils ont, c'est-à-dire que ce sont de véritables auteurs, il est quand même triste de faire le constat qu'on n'a pas derrière des producteurs qui font un travail entre guillemets de mécénat, c'est-à-dire d'accompagnement artistique, et que au final, effectivement, à la tête des productions actuellement, que ce soit la Gaumont, l'UGC, donc les distributeurs de cinéma, ne sont finalement que des commerciaux, désormais plus que des banquiers qui regardent leurs chiffres et qui regardent la faisabilité. Un auteur comme Jean-Pierre Jeunet ou comme Patrice Lecomte ont tellement apporté dans le cinéma français et ont un univers tellement à part qu'ils devraient exister juste parce que ce qu'ils apportent au cinéma apporte une certaine diversité qui mérite d'exister, pour éviter justement que le cinéma français ne devienne que standard, pour éviter justement de se retrouver, comme je le disais, avec des grosses comédies populaires ou des drames sociaux. Avoir justement un peu de diversité en donnant la possibilité à des auteurs français d'apporter leur univers pour avoir une diversité de genres dans le cinéma français. Et là c'est plus possible parce qu'on n'a pas de producteurs
producteurs qui jouent qui jouent leur rôle de mécène, à savoir qui permettent à des auteurs de faire des films, et puis même si ces films-là perdent de l'argent, eh bien de se rembourser en produisant derrière des choses plus commerciales. Chose que faisait très bien Fechner ou que faisait par exemple Claude Berry, où effectivement ils allaient produire des films plus intimistes, des films d'auteur, et puis à côté, eh bien ils produisaient des films comme Fechner faisait avec les Charlots par exemple, où ils savaient qu'ils allaient remplir les salles à millions et qu'ils allaient se rembourser avec ces films-là, et avec l'argent qu'ils gagnaient sur ces films commerciaux, ils permettaient à des auteurs de faire leurs films, et ces films-là avaient le mérite d'exister. Ils n'existaient pas simplement lors de leur sortie, après ils existaient derrière à travers d'autres possibilités. Quand même triste que la production actuelle empêche finalement le cinéma d'auteur français d'exister. Et pour relativiser sur ce que je disais sur Netflix la dernière fois, je parlais que Netflix donnait la possibilité aux auteurs comme maintenant Martin Scorsese, David Fincher et puis donc Jean-Pierre Jeunet d'exister sur la plateforme Netflix en produisant leur dernier film. Mais le problème, malgré tout, c'est que Netflix, ça n'est pas le cinéma, c'est-à-dire que quand on regarde un film sur Netflix, c'est une plateforme, donc la démarche est pas forcément culturelle. Sur une plateforme, la démarche, c'est une démarche de consommation. On regarde Netflix ou n'importe quelle autre plateforme dans une démarche un peu de binge-watching. On est dans la consommation de films. Donc tant qu'on empêche le film d'auteur d'atteindre les grandes salles, eh bien on empêche la démarche culturelle du cinéma d'auteur d'exister, entre guillemets. Donc c'est bien beau de leur donner à ces auteurs, réalisateurs, la possibilité d'exister sur Netflix, mais comme on n'a pas cette démarche culturelle, à moyen terme, ça va quand même finir par tuer le cinéma d'auteur si on leur donne pas, si les producteurs ne donnent pas un accès plus facile au cinéma d'auteur. On le voit avec Disney+, on est en train maintenant de faire en fait un cinéma de plus en plus standardisé. Et quand on voit les difficultés de Patrice Lecomte à faire un film comme Maigret, qui fait partie du patrimoine français, on se dit que tout cela est bien triste et ça annonce peut-être la fin, la mort du cinéma d'auteur. Donc à suivre. Merci à vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique de Damien parle de film.